Bienvenue au Polysécure épisode humain. Je suis accompagné de Benoît. Comment vas-tu? Oui, ça va, toi? Ça va bien aussi. C'est toujours drôle de dire l'épisode sur les humains quand dans le fond, les deux en cyber super hardcore, mais en tout cas, faut recomposer avec tout ça. C'est un peu la beauté de tout ça. Justement, parce qu'on a des profils non standards. Aujourd'hui, tu avais proposé qu'on aborde le quotidien, ce qui fait que comment on vit, parce qu'on a quand même des vies. On est quand même différents dans nos vies personnelles aussi, dans notre quotidien, dans les différents éléments qu'on a. Donc, on a beaucoup de facettes, puis comment on peut, dans le fond, s'en sortir, comme l'autre truc qu'on a développé, comment on aborde certaines choses qui peut-être peuvent résonner avec certaines personnes qui, justement, se cherchent eux-mêmes des trucs. Puis moi aussi, je suis toujours à l'affût des gens qui ont des trucs, là, parce que ça m'aide justement, moi aussi, à raffiner mes choses, parce que j'ai pas tous les trucs pour encore que ça fonctionne bien dans ma vie. Donc, c'est un élément comme ça. Je vais te laisser commencer un peu, là, voir où tu t'en vas avec ça, puis j'ai pas c'est ça. Des cas partagés. Tu sais, c'est probablement une des choses qui a beaucoup changé là, dans les dernières années, derniers mois, c'est-à-dire comment je vis mon quotidien. Ça a aussi changé notamment, parce que ma situation a changé personnellement. Je passe à travers un divorce, je me suis retrouvé seul alors que, j'étais dans cet apprentissage de moi-même, apprentissage de comment je fonctionne et j'ai été accompagné dans tout ça, faisant en sorte que ça remarche tes façons de fonctionner dans ton quotidien. Et le danger que moi j'ai, c'est le côté obsessionnel, qu'il faut que je demeure prudent parce que je te vois sourire parce que oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais déjà mentionné comme quelque chose comme un peu trop intense. Moi, c'est peut-être pas autant obsessionnel que je suis assez intense dans ce que je fais. Et cette intensité-là aveugle les autres, on va dire ça comme ça, ou en tout cas va les abîmer d'une façon ou d'une autre, ce qui rend mes relations avec, surtout dans mon quotidien, très difficile avec un certain nombre de personnes. Puis c'est très, très complexe. Puis j'en profite aussi pour, souligner, tu parlais de divorce, mais oui, si je regarde mes relations passées, je comprends. Puis je m'excuse d'ailleurs à certains égards d'avoir été peut-être un peu trop intense ou trop des choses parce que c'est des choses qui pour moi étaient qui étaient en marge, mais que maintenant j'appréhende plus. Mais oui, l'intensité, ça n'a juste pas de sens. Ouais, c'est ça, puis ça fait en sorte que des fois, je vais avoir, surtout, quand t'as une zone de confort dans cette espèce d'obsessivité-là, dans ces obsessions-là, fait que c'est un peu un catch-22. T'es dans une zone où là, tu commences à creuser de quoi, là, t'es dans ta zone de confort, ça devient un peu une obsession, puis là, tout d'un coup, soit que tu t'écœures parce que tu dis, j'ai fait le tour, ou là, ça fait tellement longtemps que tu es là que tu sais, il n'y a plus personne qui comprend, puis tu es rendu tout seul dans ta espèce de tour. Fait que le but, c'est d'essayer de demeurer suffisamment intéressé, mais pas non plus tomber dans le piège de c'est juste ça ton existence et ta vie. Faisant en sorte que tu t'isoles peut-être même des autres. Là, moi, c'est un des éléments. Je viens tellement focus sur une affaire que il n'y a plus rien qui existe. À des niveaux où des fois, je peux même nuire à ma santé physique. Là, si je commence à être obsédé d'une question ou d'une affaire, je peux oublier de manger, oublier de boire, me coucher à des heures pas possibles. Fait que là, c'est de demeurer prudent par rapport à ça, puis essayer de faire abstraction de cette volonté naturelle-là du cerveau de retourner dans cette zone-là et de demeurer bien groundé sur ton quotidien, ton environnement pour dire, OK, là, c'est assez. Là. C'est réconfortant parce que quand on est bon et on est confortable, c'est sûr, on est toujours dans nos pantoufles, on est toujours bien dans cette zone-là. Moi, spécifiquement, ces éléments-là, pour éviter, puis je le faisais avant, donc mon heure de coucher peut être très variable selon justement si j'avais trouvé ou pas, des choses comme ça. Puis pendant le confinement, j'ai eu quand même des séquences assez intenses où, un moment donné, j'ai dû arrêter, puis je dis là, je vais exploser si je continue comme ça. Physiquement, je me mettais à risque. Et j'ai mis des routines. Et moi, dans mon cas, c'est ça qui m'a sauvé. J'en fais mention dans un autre épisode avec quelqu'un d'autre, mais justement,
c'est des routines, me lever toujours à la même heure, me coucher toujours à la même heure, ces éléments-là viennent rassurants à certains égards, si on parle dans cette zone-là, mais au moins mettre les balises suffisantes pour que ça donne une forme d'hygiène de vie. Puis j'ai pas besoin de réfléchir aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis ouais, tu vois, cette hygiène de vie-là est comme hyper importante. Parce que si tu n'as pas cette hygiène-là, souvent tu vas tomber en mode défensif. Là, le mode défensif peut te ramener justement à cette zone-là où tu es bien, mais tu n'es pas bien. Tu n'es comme plus nécessairement en zone où tu es vraiment conscient de ce qui se passe, où là, tu es juste OK dans ta tête, puis tu fais ce que tu as à faire. Puis, fait que c'est effectivement l'hygiène de vie, là, probablement été un des gros facteurs qui m'a aidé, c'est de retrouver une routine, comme toi, tu dis, une routine de sommeil. Ça a été la galère. Ça l'est encore parfois. Il y a des choses qui sont. Si j'ai des événements qui me stressent dans mon quotidien ou qui m'amènent des éléments perturbateurs, où là, ma routine de sommeil, c'est la première chose qui prend le bord. C'est la première chose qui prend le bord, où là, je sais que ça va spinner, puis là, je vais me mettre à tourner jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis là, ben, pour me calmer, je vais essayer de faire autre chose. Fait que là, je peux tomber dans une obsession. Fait que c'est pas mieux, ben, en tout cas, bref. Mais c'est ça. C'est la première chose qui prend le bord, c'est ça. Aller prendre une marche, aller faire du sport minimalement, essayer de juste être là sans te gaver d'informations. C'est très difficile à l'heure des technologies et du téléphone et de tout ce qui est ça, là. Ça, c'est probablement un très gros piège aussi avec lequel il faut composer. Là. On vit dans un monde d'infobésité. C'est facile de juste se lever le pouce puis commencer à regarder sur son téléphone pour aller chercher de l'information. Mais là, tu sais, c'est peut-être pas ça que tu as besoin tout le temps, faisant en sorte que tu peux tomber là-dedans. Là. Ouais, moi, c'est ça, j'ai mis la routine du sommeil être un exemple, puis la technologie vient appuyer ces éléments-là où, justement, sur mon téléphone, il tombe en mode nuit à partir d'une certaine heure. C'est 15 minutes avant mon heure de sommeil que je me suis déterminé. Puis là, toutes les notifications disparaissent, ces choses. Fait que je me sors de cette zone-là volontairement, justement pour m'aider, parce que tout seul, je ne serais pas capable. Puis à bien des égards, ça demande de l'énergie se contrôler. Ouais. Donc, c'est une boucle qui n'est pas positive parce que tu dois mettre l'énergie, mais tu ne l'as plus. Puis là, tu es comme mal pris. Donc, de ce moment-là, de déléguer, dans ce que c'est la technologie, de m'indiquer que je dois aller me coucher, que je dois aller manger à certains égards. C'est moins un problème dans mon cas, mais dans certains moments, mais en tout cas, bref. Ouais, tu vois, c'est ça. Puis c'est là, je me suis fié sur mes apprentissages d'économie behaviorale, puis tout ce qui est architecture de choix. Je me suis dit que si je veux être en mesure de faire des bons choix, il faut que je me donne les bons outils pour les faire. Donc, tu vois, effectivement, ça, c'en est un. Là, tu sais, couper les notifications. Puis, tu vois, avec le recul, maintenant, je me suis rendu compte que la technologie, autant je l'aimais, autant que je la trouvais utile. Maintenant, moins. Parce que justement, j'ai ces pauses-là. Je suis capable de prendre des moments où je suis juste avec moi-même, puis c'est plus calme. Et là, je recherche ces moments-là de plus en plus. Faisant en sorte que maintenant, mes vacances, avant, c'était difficile pour moi de déconnecter. Maintenant, c'est comme zéro. Là. Je ne connecte plus. Je suis content de me débarrasser de mon cellulaire. C'est la première chose qui débarque quand je tombe en vacances. Je coupe tout, complètement tout. Et ça me calme beaucoup. Mais en même temps, c'est comme une espèce d'alcoolique là, qui a arrêté. Là. J'ai comme tout le temps cette envie d'y retourner qui me chicote quelque part en arrière. T'sais. Autant je sais que ça me fait du bien, autant que c'est comme ah ouais, mais tu peux aller googler ça, tu peux aller voir ça, tu peux aller. Mais non, faut que. mais c'est tough, là, ce genre de choses-là, que par réflexe, puis dans cette quête-là de me débarrasser de mon. L'omniprésence de mon cellulaire, puis j'avais lu notamment une des choses qui, pour entrer en contact avec l'autre, juste le fait que ton cellulaire est sur la table est un élément qui empêche la connexion avec l'autre. Donc, de plus en plus, j'essaie de
de faire disparaître. Et si on a une discussion puis on ne connaît pas la réponse, le réflexe avec toi, comme tu dis, c'est d'aller chercher sur Google. Là, je suis juste, ben, je ne sais pas. Puis ça arrête là. J'arrête avec le fait, c'est pas facile parce que j'ai vraiment le goût d'avoir la réponse. Le goût est puissant, mais je dis non. Puis si c'est persistant, puis si le goût est suffisamment fort, ça va revenir. Je vais le faire plus tard. Mais là, je suis dans la connexion avec l'autre. Donc, je suis avec la personne et ça vient couper. Le fait d'amener le cellulaire vient couper la relation avec l'autre. Puis ça aussi, c'est important de cultiver ça. Pour les neurodivergents, c'est pas toujours nécessairement facile, la connexion. Donc, si on a des outils qui nuisent, on va tomber dedans facilement, mais si on les retire, on nous laisse le temps soit de remâcher un peu, nous rebrasser nos affaires, puis laisser le hamster rouler, mais pas à 2 heures du matin, mais en plein jour. Déjà, c'est déjà mieux. Puis d'entrer en connexion davantage avec les autres aussi pour ne pas couper le lien quand on sort notre cellulaire, puis pouf, le lien avec l'autre vient de se couper. Donc la conversation tombe dans le vide. Ouais. Puis effectivement, tu as raison, cet élément-là, je m'en suis rendu compte. Tu es en train de parler à quelqu'un, ouais, telle chose, attends, là, ça va me gosser, je vais aller voir. Puis là, nécessairement, tu n'es pas en train d'avoir une relation avec l'autre, tu es sur ton téléphone, puis tu googles, puis tu parles, mais tu ne parles pas nécessairement directement à l'autre. Là. Fait que c'est comme un piège. Tu n'es pas présent avec l'autre à ce moment-là. Puis en plus, le problème que j'ai avec ça, comme je suis facile à distraire, je vais aller chercher quelque chose, puis du coup, je vais me retrouver sur d'autres choses. Puis finalement, c'est sûr que la conversation va se couper parce que je ne serai plus vraiment présent parce que mon attention a été attirée par quelque chose d'autre en cours de chemin où j'ai eu une notification, puis je suis parti, puis à ce moment-là, ça fait que c'est une discipline. Puis je vais même aller plus loin que ça parce que à certains égards, puis je trouve ça très difficile, dans certaines choses, ou comme tu parlais de stress ou de pression, quand que je m'exige certaines affaires, des fois, je suis comme pas bien, puis là, le réflexe, c'est de prendre le cellulaire et faire quelque chose avec. Mais pas genre quelque chose d'utile. C'est juste de comme essayer de comme calmer quelque chose. C'est comme une doudou, si tu veux. Puis si je prends ma doudou, puis j'essaie de me débarrasser de ça parce que c'est toxique comme fonctionnement. Parce que je fais juste comme je fais le pas bien, je fais ça. Puis là, c'est comme un échappatoire, mais je ne sais pas encore. Puis là, je parle, mais j'ai aucune idée comment contrôler mon attention pour pas qu'il reparte sur mon cellulaire tout de suite, puis que je parte dans l'univers. Mais j'ai remarqué que dans certaines circonstances de stress particulières, il va devenir une doudou particulière, justement, pour venir comme me donner l'impression d'être calme quand, dans le fond, ça change strictement rien. Ouais, c'est ça. C'est comme une patch dans le temps. C'est comme si tu t'oubliais un moment. Là, tu fais juste rouler ton cerveau. Puis là, mais là, après ça, tu y retournes quand même. Là, ça règle zéro le problème parce que si j'ai des exemples récents de tout ça, j'essaie de. On va prendre l'exemple qui m'arrive le plus souvent. J'essaie de composer quelque chose. Là, j'ai comme un blocage. Puis au lieu de juste laisser le temps du blocage naturellement de s'écouler ou d'aller prendre une marche, je prends mon cellulaire. C'est comme une frustration. Cette frustration-là, il faut que je la calme. Je calme la frustration en jouant à des jeux niaiseux sur mon cellulaire, en regardant les nouvelles, en faisant. Ou c'est ça, regardant les nouvelles, en me donnant l'impression que je fais quelque chose d'utile, ce qui n'est pas nécessairement vrai parce que j'ai brisé mon attention de ce que j'étais en train de faire pour faire quelque chose qui je me fais à croire qui est utile. Ouais, puis le task switching a un coût aussi, là, tu sais, c'est. Nécessairement, c'est taxant là, sur le cerveau à un moment donné, là, de faire ça tout le temps. Il y a comme je dirais pas un épuisement, mais il y a une charge d'énergie qui est prise à chaque fois que tu rechanges de tâche. Là, fait que nécessairement, ça a un impact. Là. Okay. Mais tu sais, en même temps, tu vois, c'est drôle, on en parlait avant le show, mais les gens qui sont TDA, tu sais, c'est un bouquin, là, je pense que le titre, c'est Your Neurodivergent Brain ou quelque chose comme ça, là, qui parlait de ça, puis il parlait des gens TDA, puis faut se replacer dans le contexte que la société dans laquelle on vit, c'est récent dans l'histoire de l'humanité là, qu'on a des sociétés organisées comme ça, organisées en guillemets, là. Mais en tout cas, qui fonctionnent avec un système avec du 9 à 5 en arrière d'un écran, etc. On a longtemps été des sociétés nomades. Là, dans le fond, la sédentarité est pas mal apparue avec le blé. Là, le blé nous a suivi. Il y a un livre qui dit
Sapiens, là, qui dit qu'essentiellement, le blé nous a rendus esclaves, là, donc on est esclaves du blé. Donc, mais c'est récent dans l'histoire humaine, tu sais, puis on était des nomades principalement, mais les TDA dans des sociétés nomades où, tu sais, il y a des dangers fréquents, c'est probablement les gardiens de ces tribus-là, parce que, tu sais, ils voyaient de quoi dans l'environnement qui changeait, puis le focus changeait, puis là, c'était comme, OK, là, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est pas normal. Que c'était probablement les gens probablement les plus utiles qu'on avait là, pour protéger le groupe, tu sais, mais là, tu vois, aujourd'hui, comme on s'attend que tu sois en arrière d'un écran puis que tu fasses 8 heures d'affilée sans quasiment cligner les yeux, tu sais, c'est pas tout à fait les mêmes requis, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Puis, la société s'est élaborée autour de principes qui couvrent au moins 80% de la population et qui est indifférente aux 20% ou 10%, peu importe le nombre de neurodivergents qu'on est. Ça ne s'est jamais adapté à ça. C'est comme l'industrialisation. Fait que tout le monde est pareil. C'est un peu au taylorisme où on fait juste la même auto pour tout le monde a la même auto, puis c'est tout. Puis vivez avec. On a construit un peu notre société sous cet angle-là d'indifférence, de particularité. Là. On est heureux maintenant, c'est en train de se renverser un peu, puisqu'on est en train d'admettre la différence de tout le monde. On est en train de s'assurer que la différence soit accueillie dans le grand ensemble, mais encore là, la société est encore bâtie dans des mondes qui ne tiennent pas compte du neurodivergent moyen, qui a besoin que quand il y a trop de son, ça ne fait pas, la lumière, le néon, ça ne fonctionne pas. Un certain nombre de façons de fonctionner qui sont vraiment mal adaptées en même temps. Puis je trouve ça agréable parce qu'on le voit de plus en plus, les livres ou les livres de gestion qui admettent la contribution. Puis on revient encore sur le fait, comme tu mentionnes, le neurodivergent avait un bénéfice pour la tribu, pour la garder, la protéger des menaces. Maintenant, dans nos sociétés, ces personnes-là aussi ont un bénéfice, mais on n'a juste pas compté, on n'a pas mis ça en place depuis la conception. Là. Ouais, exploiter ça, ça reste encore le défi de bien des organisations, d'être capable de dire, OK, bon, cette personne-là est différente, elle a besoin de contextes différents de travail et c'est pas nécessairement dans un environnement de 9 à 5 qu'elle va performer dans un bureau entre 4 murs avec de la grosse spotlight d'en face, effectivement. Puis c'est drôle parce que tu me fais cliquer. J'ai été dans un bureau qui était un peu plus industriel récemment. Puis bon, les bureaux dans lesquels je travaille, c'est soit principalement chez moi ou dans les bureaux de l'organisation pour laquelle je travaille. C'est presque j'éclaire au LED, là, puis même chose dans les bureaux. Mais là, c'était des néons. Et du moment que je suis rentré dans l'endroit, les oreilles se sont mises à me sciller, j'entendais les néons, j'ai fait comme oh my god, je m'ennuyais pas de ça. C'est comme l'espèce de petit son là, qui vient avec les néons, là, c'était comme ça m'agressait tout de suite, là, puis c'était ça, là, c'est là que tu fais comme ah oui, ça j'avais oublié cette douleur, en guillemets, ou cette micro-agression, on va pas quasiment utiliser ce terme-là, là, du quotidien au bureau, que tu entends des affaires qui te rendent complètement ma boule, puis qui font en sorte que tu veux juste être ailleurs. Et, quand on parle justement du quotidien, puis des choses à faire pour s'aider, c'est ça, c'est de sortir ces éléments-là. Mais si vous êtes évidemment, dans une situation où vous n'êtes pas seul, il faut l'expliquer, ça. Fait que moi, ça peut être un peu été des gaffes, là, des fois, où je faisais des choses sans nécessairement expliquer pourquoi je le faisais, mais moi, je savais que ça me faisait du bien, mais si l'autre ne comprend pas, là, ça peut devenir une source de conflit ou à tout le moins une source de miscommunication, là, une source de OK, je comprends pas ce qui se passe, là, il y a un déficit de communication, puis là, ce déficit-là de communication peut éventuellement devenir boule de neige, puis s'empirer, puis devenir encore une fois, définir les besoins, définir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les sentiments qui sont actuellement en cours, puis pourquoi tu as besoin de ça. Oui, exact. Exprimer avec bienveillance comment on se sent. Puis, dans les dernières années, puis malheureusement pour elle, parce que ma blonde, ça lui génère beaucoup de migraines, mais elle est très sensible aux odeurs.
Mais très, très, très sensible, tu sais, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est là où ça m'a permis de voir en dehors de moi que son monde à elle s'est forgé, basé sur ça. Donc, mon monde à moi s'est forgé sur comment mes récepteurs trop sensibles ont vécu ou comment toutes ces affaires-là. Fait que ça m'a permis de voir à l'extérieur, donc comprendre clairement. Donc, je fais très attention aux odeurs dans ces conditions-là, justement, pour pas que ça vienne éveiller une migraine, parce que c'est super désagréable. Mais je comprends pas c'est quoi la migraine. Puis comme j'ai un mauvais nez, ben vraiment pas bon. C'est un des sens qui est pas fort dans mon cas, c'est mon nez. Je peux pas comprendre l'intensité de ce qu'elle a, mais je peux faire un parallèle entre ce qu'elle peut vivre. Puis elle, dans le fond, le vrai exemple avec ma blonde, c'est complet, c'est qu'elle n'est pas sensible au son. Et moi, c'est l'inverse, je suis hyper sensible au son. Dans la maison qu'on a, c'était écho. Et elle, l'écho, elle ne le perçoit pas. Mais là, mais zéro, là. Elle ne perçoit pas ce que c'est. Moi, je le perçois à un niveau, là, ça n'a pas de sens. C'est désagréable. J'ai plein de panneaux anti-écho dans ma maison, justement pour venir atténuer de façon très importante l'écho, parce que je suis très sensible. Et c'est très amusant parce qu'on est dans deux univers complètement différents. Et il a fallu ce passage-là. Moi, ça a été facile de comprendre sa sensibilité à l'odeur, mais l'inverse, ça n'a pas été aussi facile parce qu'il a fallu que j'explique que moi, je suis sensible au son. Mais pour elle, ça faisait pas de sens parce qu'elle n'était pas capable de rattacher quelque chose jusqu'à temps que, bon, on ait la discussion sur les odeurs. Puis là, je dis, ben, c'est un peu la même chose. Moi, ça vient pas me créer des migraines, mais m'agresser de façon très importante. Donc, ça me rend de mauvaise humeur. Ça vient me toucher de façon très importante. Donc, de l'expliquer gentiment, naturellement. Et dans ce cas-ci, j'ai trouvé un véhicule de communication avec elle. Puis ça a pris quand même quelques années avant de trouver le véhicule de communication pour qu'elle fasse du sens parce qu'elle tolérait ce que je faisais. Et là, elle ne fait plus juste tolérer le fait que j'ai mis les panneaux anti-son, anti-écho, mais elle comprend pourquoi je vais. Parce que maintenant, elle, puis en plus, l'odeur, ça s'est aggravé avec les années dans le sens où avant, ça ne donnait pas de migraine, maintenant, ça donne des migraines. Fait que c'est de là la discussion sur sa sensibilité au nez est apparue parce qu'elle a causé des migraines. Okay. Là, j'ai expliqué à partir de ce moment-là ma situation aussi. Pas que ça me crée des migraines, mais c'est pas le son ou l'écho notamment vient me. Fait que de trouver un véhicule de communication, c'est pas facile de créer ça. Quand tu parlais des néons, 90% des gens n'ont aucune sensibilité aux néons, mais le 10% qu'il y en a, c'est juste parce que c'est pas genre graduel, c'est pas juste un peu, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas juste, il n'y a pas de milieu, c'est juste, tu l'as ou tu l'as pas sensibilité, mais quand tu l'as, c'est juste comme trop. Ouais. Tu vois, la sensibilité au son, tu sais, autant qu'elle va, moi, ça va s'exprimer tu sais, j'aime la musique. Je suis un gros fan de différentes sortes de musique. Fait que moi, par exemple, tu sais, je vais être très sensible à la qualité audio. Fait que, tu sais, par exemple, dans ma maison, j'ai des haut-parleurs, tu sais, puis j'en ai partout, mais je choisis des haut-parleurs que je sais que je vais être, tu sais, content d'avoir, tu sais, par exemple. Puis ça, pour moi, c'est hyper important. Quand je me mets de la musique, c'est que là, je veux que ça sonne bien, puis je veux que ça sonne pas distorsionné, puis etc. Fait que ça a quasiment l'air d'une lubie de techie puis de geek, là, mais c'est plus, j'apprécie la qualité sonore. Mais de l'autre côté, effectivement, tu vois, la sensibilité au son a fait en sorte que moi, quand j'ai été acheter mon condo, l'élément numéro 1, c'était la qualité de l'insonorisation. Fait que, ça a été très clair. Moi, c'était, faut pas que j'entende rien en dehors, ou le moins possible. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des fenêtres, là, t'as comme pas le choix. T'es à Montréal en plus, fait que, bon, faut quand même faire avec, là. Mais, je veux pas que les voisins, si, ils se mettent à bouger des meubles, que je les entende, quoi que ce soit. Fait que ça, c'était l'élément numéro 1 dans ma gamme de choix pour des condos. Le vendeur était comme, OK, c'est rare que les gens arrivent avec ça. Ils arrivent avec toutes sortes d'éléments, mais ça, pour moi, c'était comme un. Fait que, oui, cet élément-là, pour moi, c'est important de garder un contrôle dessus. Puis, ce qui fait en sorte que, quand. Puis, bon, avec la pandémie, tout ça, travail remote m'a beaucoup habitué à un espace silencieux ou contrôlé. Mais maintenant, quand je retourne dans l'environnement de bureau, là, c'est la claque, c'est tough.
Et c'est pas nécessairement. Ça me ramène là où j'étais, OK, c'est pour ça que j'étais moins productif. Là, Oui, tout à fait. Puis je l'ai eu aujourd'hui même, cet élément-là, où j'étais au bureau chez un de mes clients. Et pour une raison obscure, il y avait une surabondance de gens qui parlaient trop fort aujourd'hui. Donc, j'ai juste plié bagage, puis je suis retourné à la maison. Là. C'était too much. Fait que j'étais juste pas capable. Ça nuit à ma concentration, ça nuit à tout. Puis en même temps, puis là, ça me rappelle à l'époque, tu sais, c'est ce que j'ai fait un peu aussi, c'est mes écouteurs au bureau, ils servaient à couper le son des autres. Puis c'est au point drôle, puis j'ai une anecdote très drôle là-dessus. Il y a quand même plusieurs années, il est arrivé une situation chez un de mes clients où il y a deux personnes qui se sont engueulées dans l'espace ouvert assez fort ensemble, puis ça a créé du brouhaha, tout ça. Et c'est vraiment pas très loin de mon cubicule. Là. Moi, j'avais mes écouteurs, puis j'entendais juste du son, fait j'ai juste monté le volume parce que j'ai juste coupé pour après. Puis là, c'était mon patron de l'époque qui dit oui, mais t'as pas entendu la chicane, qu'est-ce qu'il dit? Ben non, moi, j'étais dans ma bulle en train de travailler, j'ai juste comme coupé mon environnement. Il aurait pu avoir une bombe nucléaire à côté de moi, puis j'aurais pas bougé. J'aurais pas bougé. Parce que à cette époque-là, j'étais après confinement, donc habitué à couper, me couper de l'extérieur pour être capable de fonctionner. Parce que là, je suis beaucoup plus capable de faire comme j'étais capable à ce moment-là, parce que j'ai perdu les réflexes de qu'est-ce que je faisais pour me couper et m'isoler pour être capable de faire ça. Fait que là, être dans un bureau trop bruyant, devient un élément. En tout cas, dans un certain côté, j'ai l'air capricieux, là, mais c'est ce que je découvre aussi. Puis ça va aussi avec le fait que maintenant, je vis plus en harmonie avec ma neurodivergence que je ne faisais pas avant. Mais c'est parce que souvent, c'est que les gens qui ne sont pas neurodivergents n'auront pas cette compréhension-là que pour nous, par exemple, tout est exagéré. Dans des situations comme ça, l'hyper émotivité, l'hypersensibilité, c'est qu'on est dans des situations où, je donne un exemple tout le temps, si tu échappes une cuillère au sol, pour moi, ça va être d'un point de vue sonore, c'est comme si on avait échappé 28, est-ce que ça remplit tout de suite mon spectre? Mais comme je suis hyper sensible, ben tout de suite, ça devient hyper agaçant nécessairement. Donc, et c'est ça qui vient difficile à exprimer parce que, tu sais, chaque personne perçoit les choses différemment nécessairement. Mais dire, regarde, moi, ça m'agace un point élevé, tu sais, pour la plupart des gens, ils vont faire comme, c'est juste une cuillère, là, puis ça, tu sais, c'est à tous les niveaux, là, tu sais, en tout cas, à moi, j'ai certains niveaux, là, où je sais que hyper émotivité, hyper sensibilité, là, tu sais, que là, tout de suite, c'est 0 à 11 tout de suite, là, tu sais, c'est pas, il n'y a pas d'entre-deux. Tandis que la vaste majorité des gens, le dimmer, il est plus normal. Il est plus, OK, c'est graduel. Puis là, à un moment donné, OK, c'est trop. Mais moi, ça va jumper in assez rapidement. Fait que c'est pour ça que dans mon quotidien, c'est bien important de contrôler ces aspects-là. Sans nécessairement que ça nuise aux autres non plus. Je ne veux pas non plus que ça devienne désagréable pour les autres. Essayer de tempérer puis de fonctionner dans tout ça. De la même manière que, moi, un véhicule électrique, j'ai un véhicule électrique assez récent. Vraiment, la chose qui m'a le plus plu avec le véhicule électrique, c'est pas la conduite, c'est pas l'économie d'essence, c'est pas le fait que c'est l'environnement, c'est le fait que c'est silencieux. J'entends plus le moteur, j'entends, c'est pour moi, quand j'embarque dans le véhicule, c'est comme déjà un apaisement que j'avais pas nécessairement avec mon ancien véhicule. Ça fait que ça, c'est des choses que la moyenne des ours n'aura peut-être pas comme réflexion, mais pour moi, ça a été le game changer, ça a été ça. Là. Au tel cas que j'ai dit, il n'est pas question que je retourne un véhicule à moteur parce que j'ai au moins une zone de calme, même si tout autour est le trafic. Là, oui, puis c'est important. Puis en plus, que dans ces éléments-là,
puis ça m'a fait penser à ça quand tu racontais, c'est que ça s'accumule dans une journée. Disons, on se repose, on a une bonne nuit. Puis si on n'a pas une bonne nuit, c'est encore pire. Là, on part pas à zéro, là, on part déjà plus élevé. Mais c'est chaque petit geste s'accumule sur l'ensemble de la sensibilité. C'est comme s'il y avait un récepteur de sensibilité. Fait que si la cuillère le soir peut être la cuillère de trop, parce qu'elle, elle frappe, mais elle frappe fort, et avec l'accumulation de ce qui l'a précédé. Si tu as passé une journée dans les néons, si tu as passé dans un moteur conventionnel et tout, puis là, tu arrives, là, puis la cuillère à 6 heures le soir, échappée sur le plancher, est juste comme too much, puis là, ça crée une explosion, et des fois, une réaction démesurée. Comment les autres vont le percevoir, là, d'ailleurs, là, c'est plus sur les autres, puis là, c'est juste qu'il faut que les autres comprennent qu'on a atteint le point de saturation. Et c'est comme l'exemple, puis ça, c'est la plupart des gens ça comprennent, c'est quand tu frottes au même endroit, tu n'es peut-être pas sensible de la même façon, fait que tu peux frotter longtemps au même endroit, mais à un moment donné, même si les gens les moins sensibles vont finir par être irrités d'être frottés au même endroit, c'est toujours de façon constante. Ou un peu le supplice de la goutte, si on veut un exemple plus médiéval, est un peu dans cet élément-là où on est sensible à des gouttes que les autres ne sont pas. Donc, l'accumulation, disons, si on a tout la même accumulateur, si on veut la même quantité, ben nous, on a juste plus de place si on reçoit la goutte. Donc, on en reçoit plus. Donc, ça arrive beaucoup plus vite avant qu'on soit exaspéré de cette situation-là. Puis des fois, ça nous met dans des états là, complètement, je dirais un peu démesurés, mais même pour les autres, c'est démesuré, mais en même temps, la façon que c'est vécu, c'est tellement intense ce qui est à l'intérieur, puis l'énervement, puis tout ce que ça comporte. Hein. Ouais, puis cet état-là, de le comprendre, puis de le connaître, puis de comprendre pourquoi qu'on est là, souvent, ça peut éviter bien d'époques à l'entourage aussi. Ça, c'est un élément que je surveille beaucoup maintenant. Est-ce que je suis dans un état dans lequel j'ai mes conditions gagnantes pour entrer dans une relation qui peut potentiellement exploser, par exemple? Puis ça, oui. Par exemple, en gestion, là, payant maudit. Là, ouais, c'est effectivement d'autant plus important, ce genre de choses-là. Puis c'est bien que tu l'amènes comme ça. Moi, le travail que j'ai effectué de ce côté-là, c'est du côté de la communication non violente, dans lequel je suis allé chercher des outils pour être capable de voir de voir mon énervement monter, de le prévenir, puis quand il est là, soit de donner un signe d'avertissement, de dire là, je suis rendu là. Si ça continue, c'est sûr que ça va exploser, puis c'est pas ce que je veux, ça explose, mais sache que, puis en même temps, en mettant pas le fardeau sur l'autre de juste ramasser le gâchis de l'explosion. C'est juste en même temps, j'essaie d'être responsable, c'est quand même moi. Des fois, j'ai pas de contrôle sur la situation, mais j'essaie au moins de donner les signes, d'être capable d'apaiser, puis c'est une des stratégies sur lesquelles je travaille, le CNV notamment, pour justement venir soit partiellement désamorcer, soit me donner les outils de dire ça s'en vient, faites attention, ou je me retire, ou me mettre dans une situation pour éviter un geste qui est malheureux. Puis cet exercice-là est d'autant plus intéressant que, puis tu l'avais mentionné dans un autre épisode, quand toi aussi tu as été accompagné, c'est que tu te rends compte à quel point tu as pu être incorrect dans le passé. Tu fais comme ah, oups. Ouais. Ah, OK, là, je comprends pourquoi les gens n'étaient pas contents. Ah, là, je comprends pourquoi les choses comme ça. Quand, dans le fond, je faisais juste vivre un moment de surcharge cognitive, je faisais juste vivre un moment où j'étais triggered, j'étais déclenché sur quelque chose en particulier. Et au lieu de prendre calmement, comme la plupart des humains vont faire, ben ça l'a explosé de façon démesurée et pour poser parfois des gestes irréparables avec d'autres personnes de mon entourage. Ouais. Cet aspect-là, tu parles effectivement de l'accompagnement, c'est probablement l'élément qui m'a été la plus grosse claque d'en face. C'est-à-dire, dans le retour que j'ai fait sur moi-même, puis de mon passé, puis tout ce que quand tu as cette confirmation-là ou ce diagnostic-là, là, évidemment, on parle toujours de diagnostic, mais je sais que le terme là, qui devient de plus en plus utilisé, c'est confirmation. Nécessairement, à un moment donné, tu fais OK, pourquoi? Puis là, tu commences à reculer dans ta vie, puis tu regardes tout comment tu t'es développé. Puis moi, j'ai reculé assez loin, là, faisant en sorte que, c'est OK, c'est pour ça que j'étais un petit gars de 5 ans en train de lire l'encyclopédie Groslier plutôt que Joe Ballon, fait que
Mais là, tu sais, oups, near miss, problème de communication, tu sais, je dois être pas dans ma zone, puis là, j'ai agi de même au travail parce que probablement que j'étais, tu sais, fait que là, tu te rends compte de toutes ces erreurs-là, ces gestes, je dirais, qui manquent de tact et ou de diplomatie. Là, tu fais, OK, mais pourquoi ça s'est produit, puis comment je peux faire pour ne pas me pas retourner là. Faisant en sorte que, tu sais, par exemple, quand j'ai une mauvaise journée ou je sais que j'ai eu pas mes conditions gagnantes là, dans mon quotidien, là, dans mon cycle de vie quotidien, il y a des choses que je vais décider de ne pas faire de manière très claire dans ma tête. Je donne un exemple. Si j'ai un one-on-one avec mes employés, puis que j'ai eu une nuit de schnout, je repousse le one-on-one en disant, regarde, alors, on fera demain ou la semaine prochaine ou quoi que ce soit, parce que je ne serai pas dans des bonnes conditions pour avoir un échange ouvert qui va t'apporter quelque chose plutôt que de t'amener dans moi qui est en train de ronger mon frein, puis qui va rien t'amener au final. Là, fait que, mais ça, tu me dis ça, là, 5-6 ans, j'aurais fait comme, on va faire le one-on-one, puis là, on sort de là, tout le monde est échaudé, puis tout le monde n'est pas content, ça servait à rien. Là, ouais, c'est contre-productif, puis c'est ça aussi, puis c'est ce malaise-là. Moi, j'ai ça d'aller revisiter ces choses-là, mais en même temps, c'est un passage nécessaire, justement, d'aller voir comment j'ai pu être incorrect avec les autres personnes, manquer de tact énormément, et comment je peux m'outiller maintenant pour ne plus manquer de tact. Puis ça fait référence aussi à un commentaire qu'on avait reçu, un des premiers épisodes qu'on avait sorti, que les gens se cachent en arrière de leur diagnostic pour justifier le fait qu'ils soient de personnes un peu rustres. Moi, c'est complètement l'inverse. Mon diagnostic m'explique, ça excuse pas ce que j'ai fait. Cependant, j'essaie de faire mieux à l'avenir, puis justement, ne pas répéter ce que j'ai fait, parce que c'est contre-productif. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même si on aime ça être seul, la plupart des neurodirigeants, on est quand même des grégaires, on est quand même humains. On a besoin de connexion malgré tout, malgré ce qu'on en pense. Et c'est salutaire de l'avoir, cette connexion-là, et d'établir la connexion avec l'autre. Donc, c'est très contradictoire, mais très essentiel. Puis un neurodivergent qui est sain, il y a un neurodivergent qui a des contacts avec les autres et qui est capable d'établir des contacts avec les autres selon des paramètres contrôlés qui sont favorables, mais quand même quelqu'un qui est plus sain. Parce que moi, pour voir ça, les personnes, en tout cas, bref, l'exemple qui était nommé, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas sain parce qu'il n'est pas capable de dealer avec ça, de juste imposer son problème, si on veut, ou son incapacité d'adaptation sur les autres. La réalité, c'est pas ça. Puis on a besoin des autres pour vivre. La société en est un exemple. Si on va vivre dans une cabane dans le bois, puis tu vas voir à quel point tu as besoin des autres pour vivre. Oui, vite. Ouais, effectivement. Puis la question, tu sais, de OK, là, j'ai besoin de solitude. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très solitaire, qui en a besoin. J'en ai besoin. C'est pas, puis c'est pas parce que j'haïs le monde. Là, en fin de semaine, là, j'étais avec des chums toute la fin de semaine. Ça a été super le fun. Quand ils sont partis, je me suis senti épuisé, parce que là, c'est ma batterie sociale s'est vidée. Mais j'ai super apprécié. Puis là, tu vois, là, je suis seul depuis quelques heures. Puis là, je suis bien. Là, je suis retourné dans une zone où, OK, là, je suis plus calme. Parce que les gens, quand je côtoie les gens, c'est euphorique, c'est euphorisant. Fait que, là, ça vient nécessairement, c'est le fun, c'est drôle, on fait des niaiseries, etc. Puis, mais ça vient me drainer. Fait que là, c'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est juste que j'ai besoin de cet espace-là pour aller me recharger. Puis ça, c'est très introverti là, comme fonctionnement. Mais moi, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être seul avec ma tête, mes idées, avec ma réflexion, prendre une marche seul, puis d'être capable de juste être là. Puis tu vois, ça, c'est probablement dans les choses aussi que j'ai développé dans les dernières années. Il y a beaucoup de
psychologues, psychothérapeutes, etc., qui accompagnent les gens qui sont soit atteints, soit qui sont, mauvais terme, soit qui ont eu la confirmation de douance ou autre, qui disent la méditation, par exemple, aide à se recentrer sur soi-même, etc. Moi, je sais que j'ai beaucoup discuté à méditer. Par contre, là où j'ai trouvé comme un semblant c'est la marche seule, où je fais juste écouter de la musique. À un moment donné, j'atteins un niveau où c'est comme je déconnecte sans être là. Fait que mon corps fait quelque chose de rythmique puis de machinal sans nécessairement qu'il y ait d'intervention de mon cerveau qui se passe. Puis l'autre chose dans lesquelles j'ai trouvé ça, puis ça va paraître un peu peut-être niaiseux pour les auditeurs, mais moi, je fais des Legos. Puis cette espèce de mécanique là, machinale où je suis en train de construire quelque chose avec des Legos, à un moment donné, il y a comme une déconnexion qui se fait. Puis là, je tombe dans une zone où c'est très zen, il n'y a rien d'autre qui se passe et qui me ramène sur moi-même. Quand je finis ma session, je suis dans un autre état complètement. Fait que ça, c'est des éléments que j'ai intégrés dans mon quotidien. Oui, mais c'est ça. Puis ça, c'est important. Puis le Lego, c'est aussi valable que les autres. Il faut trouver ce qui marche avec nous. J'ai un de mes amis, lui, c'est travailler le bois. Il va passer pendant des heures, il va travailler, il va planir, il va sabler. C'est des heures, puis c'est intellectuellement pas très demandant. Donc, c'est prévisible parce que c'est une recette. Fait que tu fais juste descendre ta recette, puis exécuter les choses, puis de juste se concentrer sur le geste que tu fais avec le bois. Fait que lui, c'est son activité qui l'aide à faire cet apaisement-là. Genre, mon père, lui, c'est le vélo. Il va partir faire du vélo pendant une demi-journée, une journée au complet, puis il fait juste comme pédaler. Puis lui, c'est ça son activité qui est méditative. Parce que mon père, lui, il ne sera pas capable de méditer. Lui, il dit, il est bougon. Non, moi, je ne suis pas capable. Mais lui, il va aller à travers le vélo chercher cet apaisement-là ou ce vide-là dans lequel il va aller chercher sans avoir, genre, se mettre en indien et puis faire des petites incantations. Ben, lui, c'est cette façon-là. Il y en a d'autres, ça va être dans le yoga, il y en a d'autres, ça va être dans le sport. Fait qu'il faut trouver sa zone. Puis c'est ça aussi, c'est difficile parce que là, on en parle avec quand même assez d'ouverture au sens où ma recette, c'est pas la recette. Exact. Moi, j'ai des activités, moi, je fais de la méditation, celle-là fonctionne. J'ai certaines activités qui vont chercher, mais moi, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. Il faut juste trouver sa recette pour aller chercher ce genre d'éléments-là. Puis je rebondis aussi sur le fait de douance parce que ma plus jeune a été diagnostiquée. Puis d'avoir quelqu'un à la maison qui est sous le même toit, qui est neurodivergent, puis pas du même type que le mien, parce que moi, j'ai pas la douance, j'ai d'autres éléments où on a des liens communs, mais pas tant non plus. Là. On va dire qu'on a peut-être 50% de neurodivergents en commun, puis 50% de chacun dans des formes qui sont les nôtres. C'est complexe de gérer un autre neurodivergent à la maison, qui est un adolescent qui est en pleine découverte du monde, qui a des approches qui s'affirment, qui est brutal aussi, que la parole aussi tranchante que son père pouvait avoir. C'est intéressant, mais en même temps, c'est le premier coup. J'ai une anecdote parce que j'étais allé en voyage avec elle il y a 3 ans, 2, 3 ans. Et pendant le confinement, j'avais oublié qu'elle était rugueuse. Parce qu'à la maison, il y avait comme une forme de quiétude s'installer. C'est facile, ça roulait tout seul. Et là, en voyage, je me suis rappelé à quel point elle était rugueuse. Sur le coup, ça m'a pris par surprise parce que moi, j'avais oublié qu'elle était rugueuse. Puis là, en voyage, j'ai remarqué qu'elle était rugueuse. Mais en même temps, une forme, puis c'est là que je me suis rendu compte, j'ai reviré les yeux, j'aurais dû. Puis j'aurais pu éviter de la trigger, la déclencher 1 ou 2 fois. Mais en même temps, j'ai trouvé ça drôle, je l'ai vu se déclencher, j'ai regardé, j'ai juste trouvé la situation très comique, assez gérée. C'est ce qui est, elle, dans son parcours, c'est ce qui est bien, c'est qu'elle a appris à gérer ces genres de choses-là. Donc à ce moment-là, elle est allée sur la plage tout seule, puis elle est revenue quand elle a été calme, au plus calme, puis à ce moment-là... C'est ça, tu vois, c'est ça, là, cette espèce de, OK, j'ai besoin de ma bulle tout seul, là, tu sais, de me recentrer. C'est ça. Puis tu vois, elle, c'est probablement ce qui marche. Oui. Elle a été capable de faire ça, puis moi, comme parent de l'autre côté, j'ai accepté comme autre, là, j'ai fait comme, oups, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai déclenché en plus,
je suis coupable. Je trouve ça drôle. J'ai pas ri devant elle non plus là, pour l'insulter encore plus. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu ça. Je faisais ah ok. Puis quand j'ai vu qu'elle se dirigeait pour aller sur la plage seule faire ses affaires, je me suis dit bon ok. Je l'empêcherai pas parce qu'elle a besoin de ce moment-là pour se recentrer. Puis quand elle est revenue, ben, elle était en harmonie. Puis elle était posée, elle s'était calmée. Puis les choses étaient venues. Puis on en a un peu plus ri après là, mais mais c'est ce genre de choses-là, faut apprendre à naviguer. Moi, j'ai la chance d'être un euro-dirigeant en quelque sorte, puis d'avoir des enfants qui le sont, de différents types. Là. Je parlais de celle qui était douance. J'en ai une qui est sensible, hypersensible. De ce côté-là, fait que je suis capable de naviguer avec, puis capable de guider un peu. J'ai cette chance-là. Moi, j'ai pas eu cette chance-là quand j'étais jeune. Clairement, toi non plus, puisque quand on se diagnostique plus tard, on se déclare, on sort du placard plus tard, c'est parce que on n'avait pas les moyens ou un environnement favorable à l'expression de ça. Mais aussi à l'époque, c'était pas, tu sais, en tout cas, je pense que tu étais un peu plus jeune que moi, là, mais moi, tu sais, c'était pas nécessairement quelque chose qui était très reconnu, là, tu sais. Moi, la seule chose que je sais, c'est que rapidement, j'ai été placé dans des écoles spécialisées, tu sais, parce que, tu sais, je suis arrivé au primaire où j'ai eu 100% partout, puis je savais déjà tout ce qu'il y avait à savoir, tu sais. Fait que là, ils ont fait, bon, ben, on va l'envoyer dans les écoles de musique, tu sais. Ça n'a pas super bien fonctionné dans mon cas parce que c'était pas nécessairement les instruments que j'aurais voulu jouer. Donc, on m'a mis sur le violon, ça ne m'intéressait pas du tout. Là, moi, ce que je voulais jouer, c'est des percussions. Puis plus tard dans ma vie, je l'ai appris. Là, je l'ai fait plus tard, mais c'est ça. Fait, c'était un peu ça les réponses. C'était dire, on va prendre quelqu'un, il est bon à l'école, on va le mettre ailleurs, mais c'est pas nécessairement parce qu'il est bon à l'école qu'il va être bon tout le temps. Puis, tu sais, ça dépend des conditions. Là, dans le fond, j'étais bon parce que j'ai fait de l'auto-apprentissage. Puis, peut-être que si j'avais pas eu cet auto-apprentissage-là, puis j'avais dû apprendre à la manière dont l'école me l'a montré, que j'aurais pas eu des bons scores. Là, tout à fait. Ouais, ben, je suis de ces générations-là. Là. Moi, je suis de la génération X, fait que celle qui ont. Mes parents m'envoyaient jouer dans la nature, puis arrange-toi. Là. Puis, tant que ça saigne pas, reviens pas à la maison. Là. Un peu de cette génération-là. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas des choses, mais quand même, j'aurais pu avoir des parents qui étaient peut-être éveillés par leur propre cheminement, mais dans ce cas-là, non. J'avais pas ce genre de choses-là, donc je me retrouvais seul à être comme j'étais et vivre dans un environnement qui était assez conformiste d'ailleurs. Ça a été des épreuves difficiles, mais je me suis ramassé à l'école privée parce que je foutais rien puis j'avais des résultats qui étaient très potables. Fait que ça inquiétait un peu. Mais ça a fini par inquiéter mes parents là, que je foutais rien là, puis que je n'apprenne pas le sens du travail. Ouais. Il n'y avait pas tard. Là. Cela étant dit, là, je leur dois ça de m'avoir mis sur ce chemin-là, que fallait que je force un peu pour gagner ma pitance. Ce que ça a fait, mais en même temps, ça m'a formé différemment. Mais c'est ça. Maintenant, on n'est plus disposé à écouter ces différences-là. Fait que comme moi, mes enfants ont soit été diagnostiqués de façon officielle ou à l'œil nu, je le vois déjà, puis j'essaie de les accompagner du mieux que je peux pour leur éviter les heures que j'ai eues quand moi j'étais jeune, puis justement qu'ils soient capables de vivre leurs différences correctement. Là. Mais c'est pas évident non plus. Là, quand t'es jeune, tu te cherches. Puis ça, c'est comme une autre zone dans laquelle tu vas devoir te chercher. Là, c'est pas. Moi, tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis pas sûr que je suis capable de te répondre vraiment. Là, est-ce que ouais. J'ai le même problème que toi. À la limite, je dis ouais, dans le fond, je réponds parce que je veux pas répondre, là, mais en général, je dis ouais, je travaille en cyber, mais je dis absolument rien de ce que je fais. Mais la réalité, je fais plus de technique, ça fait j'en fais encore parce que j'aime ça, mais si je me forçais pas, je ferais plus de technique, ça fait longtemps. Puis finalement, je me trouve à travailler avec de l'humain. Et ironiquement, pour quelqu'un qui n'aime pas les humains, ou qui n'aime pas tant que ça avec les humains, je ne travaille qu'avec des humains et ma job, ce n'est que de faire que les humains acceptent les idées. Je pense gestion de changement, mais je travaille pour que les décisions de cyber soient accueillies dans les organisations, de faire évoluer les choses en conséquence.
éléments comme ça. Mais c'est très ironique là, dans le sens, puis quand je commence à expliquer ça aux gens, le plus clair de ma job, c'est de convaincre les gens qu'il faut qu'ils fassent la bonne chose. Ouais. c'est ça quand même, tu sais, je veux dire, ce boulot-là, souvent. Puis en même temps, c'est là que ça fait mal, tu sais. Puis on va retourner sur le sujet de la cyber tacaillère. Tu sais, moi, c'est le constat que je fais, puis c'est là pourquoi que je m'intéresse aussi aux humains. Tu sais, je suis beaucoup dans cette veine-là. C'est quand même 75% des actes de piratage que c'est dû à une prise de décision de quelqu'un, là, à un moment donné. Là. C'est pas la bébelle technologique. Là. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Là. Ouais, c'est le geste de l'humain. J'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, puis je parle avec des gens qui étudient là, en criminaux notamment, puis j'adore ça. Puis je fais des cours aussi là-dessus. Là. Quand le temps me permet, je me fais quelques cours sur des criminaux à l'université, justement pour être capable d'aller creuser ça, parce que je suis curieux de savoir, parce que ça revient à ça. C'est pourquoi les gens font ça, c'est parce qu'ils ont une motivation. Ou pourquoi ils ne font pas? Ben, c'est parce qu'il y a une motivation à ne pas le faire, il n'y a pas les incitatifs. C'est comme du behavior économique, ce que j'aime beaucoup. Exact. C'est ce genre de choses-là. Puis tout ça, ouais, c'est ça. Jouer avec l'humain, mais ça revient à ça. Ouais. C'est ça qui est l'ironie de tout ça. Puis, bref, puis c'est probablement parce que je me suis énormément étudié pour comprendre ma différence puis de faire un sens de ma différence. En termes de choses qui est super drôle que les gens ne comprennent pas. Moi, mon café le matin, c'est pas pour me réveiller. Le café, moi, c'est pour m'aider à me concentrer. Quand tu expliques ça aux gens, les gens font comme « Hein? Oui, moi, si je prends pas de café, je suis pas capable de me concentrer. Mon esprit est juste comme flou. » Je prends mon café, puis là, j'atterris. Puis je focus, ouais, c'est ça. Oui, ça me donne mon focus. Fait que c'est super drôle parce que c'est très différent des autres. Et c'est tout ce travail-là, puis ça prend des années. En tout cas, moi, ça m'a pris des années de trouver tranquillement les différents éléments sur lesquels je fonctionne. Je prends certaines vitamines qui fonctionnent super bien avec moi. D'autres personnes, ça fait pas ça donne pas de résultats ou ça donne pas les bons résultats qui sont voulus. C'est toujours cette découverte-là de chemin, de qu'est-ce qui est méditatif, vivre avec d'autres. Il faudrait un club de neurodivergents. Puis tu sais, c'est de trouver la recette, le fail. Moi, je suis bien dans le fail fast, là, c'est-à-dire, tu sais, OK, je vais essayer ça. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Comme là, tu sais, étant donné que la neurodivergence, ben, tu sais, j'ai évidemment une pléiade de hobbies dans lesquels je vais me promener, tu sais. Puis ça, c'est un truc dans le quotidien, des fois, c'est difficile à marier, tu sais, mais moi, j'ai un côté artistique très fort qu'il faut que je maintienne. J'ai pas le choix. C'est ce qui me maintient en vie. Tu sais, la job, pour moi, tu sais, oui, j'aime ce que je fais, mais je veux toujours avoir des pet projects on the side qui vont être plus artistiques. C'est comme je fais de la photo. J'ai fait de la musique quasiment toute ma vie. Là, en ce moment, je me suis dit, bon, ben, je vais aller apprendre le piano. Fait que là, j'ai sauté sur le piano. Mais ces zones-là, tu sais, j'en ai besoin. Là, tu sais, c'est comme... Puis, si j'aime pas ça, j'arrête, c'est tout. Je l'aurais essayé, tu sais, puis ça m'apporte pas ce que je pensais que ça allait m'apporter. Ben, tu vois, tough luck. Tu sais, comme je me suis mis à jouer de la guitare il y a quelques années, tu sais, puis ben, j'ai une vieille blessure à la main. Fait que, tu sais, c'était difficile, ça faisait mal. À un moment donné, j'ai dit, regarde, pourquoi je continue si j'ai mal, tu sais, je peux trouver autre chose. Fait que j'ai mis la guitare de côté, puis essayer autre chose. Fait que c'est tout ça, là. Puis il faut pas hésiter à le faire, là. Ouais, c'est notamment ça. Puis, il faut que tu sentes que ça te nourrisse. Ouais. C'est ça l'essentiel, c'est qu'on vient à un contexte où on a besoin de se nourrir, puis c'est un peu l'intensité pour reboucler sur ce qui était, on a dit précédemment. L'intensité fait qu'on a besoin de se nourrir de choses comme ça. Si ça ne nourrit pas, si ça n'apaise pas, si ça ne fait rien, ou ça va juste à l'opposé, ça énerve, ça, faut lâcher parce que sinon, on n'est pas dans le bon chemin, mais il faut les trouver, les choses qui nous nourrissent. Puis des fois, puis c'est étonnant parce que ça m'est arrivé assez dernièrement, là, j'ai fait une activité que je faisais qui me nourrissait. Là, tout à coup, du jour au lendemain, ne me nourrit plus. Fait que là, j'étais comme un peu, puis là, c'est un peu le questionnement, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis finalement, il faut que je pivote pour que cette activité-là, une variante de cette activité-là vienne continuer à me nourrir. Mais l'activité comme elle était faite avant, elle ne me nourrit plus. Puis c'est comme ça, puis c'est bizarre, mais puis c'est pas parce que je veux lâcher, ou c'est pas, ça me nourrit plus, c'est tout. Ça vient juste s'arrêter là. Puis des fois, c'est difficile parce que ça peut se produire dans le milieu professionnel. Moi, je me suis réinventé de carrière, je ne sais pas combien de fois, tu sais. Là, j'ai malheureusement des fois des signes de, tu sais, t'as-tu fait le tour? Tu sais, puis là, je suis comme, est-ce qu'il va falloir que je fasse un autre saut, un autre changement de carrière, tu sais?
peut-être, tu sais, avec les risques que ça l'engendre. Ou ben, j'essaie d'inventer ma bulle là-dedans, dans cet univers-là, puis tu sais, peut me planter, ça peut marcher aussi. Tu sais, fait que là, ça va être les chemins que je vais me construire. J'ai une haute tolérance au risque, fait que ça fait en sorte que ça m'aide. Mais il y a des gens, tu sais, que ça doit créer du stress en temps, là, parce que nécessairement, tu dis, OK, moi, je suis pas bien où est-ce que je suis, mais là, qu'est-ce que je fais? Je fais autre chose. Puis là, ça peut te créer du stress. Quand je dis aux gens, j'ai été dans les services de renseignement, j'ai été journaliste, là, les gens sont comme, OK, j'ai étudié en économie, en relations internationales, en war studies, en criminaux, là, sont comme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais en fait, pour moi, tout ça, c'est juste une situation de OK, j'ai vu suffisamment, je vais aller ailleurs, j'ai vu suffisamment, je vais aller ailleurs. C'est pas parce que j'étais comme mauvais ou parce que ça marchait pas. C'est juste que c'est une question de chose d'un intérêt à l'autre qui fait en sorte que c'est un CV qui n'a pas de sens. Mais ça se passe aussi. Jusqu'à temps que tu sois rassasié, jusqu'à temps que tu aies atteint ça, puis après ça. Oui, moi aussi, les sujets sont comme ça pour les jobs aussi, les différents éléments. Puis j'ai le luxe maintenant de pouvoir le faire plus facilement que quand on est jeune. Mais alors, c'est un peu la beauté de l'expérience pleine d'orienté, c'est que là, je suis capable de ouais, non, ça ne m'intéresse pas ça parce que là, les gens, ouais, non, mais ce serait le fun si tu venais avec nous autres. Oui, mais ça ne m'intéresse pas pour ça. Si tu mets les conditions, oui, je vais bouger, mais autrement, ça ne m'intéresse pas parce que je vais m'ennuyer dans tes choses. Puis si je m'ennuie, je ne ferai pas du bon travail. Je le sais. Ça va être du travail de moins bonne qualité parce que je ne suis pas intéressé, parce que ça ne me tente pas. Puis ça va comme ça, mais quand je suis intéressé, là, j'ai du pétillant dans les yeux, mais là, c'est d'autres choses. Fait que arrange-toi, comme donneur d'ouvrage, que j'ai du pétillant dans les yeux. Si tu veux du bon travail, il faut que j'ai du pétillant. Mais maintenant, j'ai la maturité pour l'affirmer. Plus jeune, je n'étais pas capable. Je n'étais pas écouté. Ou il fallait que je trouve sur des gestionnaires qui soient capables de voir que ça met du pétillant dans mes yeux et de l'utiliser, mais quand, je ne le voyais pas à ce moment-là que ça fonctionnait comme ça. Là. Maintenant, je le vois, là, cependant, puis ça, je trouve ça drôle parce que j'ai vu les gestionnaires dans ma vie qui ont été capables de garder mon pétillant dans les yeux. Ça demande une force de caractère capable de faire ça. Ou du moins, une connaissance de qui on est suffisante pour être capable de dire, ben ça, c'est bien, puis ça ne fonctionne pas. Là. Et de le communiquer adéquatement aussi. Oui, avec humainement. Là, justement, c'est pas toujours facile. C'est pas tout le monde qui est bon ou qui est capable d'avancer ça, mais oui, effectivement, d'être capable de le verbaliser correctement pour que les gens puissent ne pas être brusqués par cet énoncé-là. Là. C'est pas nécessairement facile. Mais c'est d'arriver à des choses comme ça, mais c'est découvrir d'être capable d'arriver, mais il faut que j'ai du pétillant. Peu importe toutes mes pet projects, comme tu mentionnes, mais moi, j'ai pas. Parce que j'ai pas la variante autisme, fait que moi, j'ai pas l'entêtement à continuer très longtemps. Je vais même lâcher peut-être beaucoup plus rapidement, mais je vais flotter sur beaucoup plus de sujets de façon plus rapide, puis je vais butiner énormément, puis je vais m'intéresser, puis je connais des affaires, puis ça n'a aucun sens, mais sur des choses qui me sont complètement enterrées inutiles dans mon travail quotidien. Ouais, je me souviens à l'université, c'est tombé sur un sujet à un moment donné, puis là, je pars là-dessus, puis là, je me vais, puis je regarde le monde, je voulais bien me dire pourquoi je sais ça, parce que j'ai comme des tiroirs de connaissances dans la tête, t'es comme, mais où c'est que j'ai pris ça? 2, comment ça se fait que j'en suis arrivé là? Puis 3, j'ai mis des efforts là-dessus, moi, alors que, je comprends pas pourquoi. Fait que, des fois, t'es en train, encore une fois, t'es dans des lubies, là, puis là, tu lis sur des affaires, puis là, tu te rends compte que t'as un magazine du stock, puis là, c'est là, quelque part, puis là, ça sort pour des raisons complètement obscures, puis ça n'a aucun espèce de... pas nécessairement d'impact dans ton quotidien de job, effectivement. Là, quand on parle de cette personne-là a une grande culture générale, oui, mais est-ce que c'est la résultante d'un travail qui est nécessairement, disons, organisé ou c'est juste parce que t'as été butiné, comme tu disais? Là, c'est ça. Énormément dans le butinage, ça n'a des fois pas de sens. Puis ça étonne tout le temps. Puis ma blonde trouve ça drôle. Puis de temps en temps, elle me pose des questions, du champ gauche. Puis
9 fois sur 10, j'y réponds parce que j'ai vu quelque chose qui est en rapport avec ça. Puis je trouve encore plus drôle, puis seulement dernièrement, c'est toujours comme elle pose une question, puis ça fait genre 2-3 semaines que j'ai vu, c'est comme s'il y avait une concordance dans les questions qu'elle pose avec où je suis rendu dans ce que j'ai lu au hasard des différents éléments dans des sujets là, qui sont tout à fait aucun lien avec ma job, mais là, aucun lien. Ouais, c'est même pas des lectures de divertissement, là, c'est des lectures parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Whatever. Ouais, exact. En tout cas, ça, je peux te dire que justement, au quotidien, un des problèmes que j'ai, là, ça va être de surveiller mes dépenses de livres. À un moment donné, il a fallu que je me mette un budget, mais ça n'avait pas de sens. Là, ça a l'air intéressant, ça. Achète le livre, commence à le lire. Là, t'es rendu à moitié. Ça a l'air intéressant. Là, tu te ramasses avec une bibliothèque infinie. Là, les gens, je me souviens, j'ai des amis là, qui m'ont déménagé à un moment donné. Ils m'ont dit, Ben, on ne déménage plus jamais. T'as trop de livres, ça n'a pas de sens. Puis, je suis comme, mais, tu sais, j'en m'en suis débarrassé beaucoup. Là, là, ils sont comme, mais là, non, là, tu payeras des déménageurs la prochaine fois. Il n'y a pas question qu'on touche à ça. C'est lourd des livres, c'est lourd, c'est terrible, là, ça n'a pas de sens. Ça. J'avais toute ma bibliothèque de doctorat, j'avais des... c'est ça, tu sais, cette bibliothèque-là que j'ai en arrière à moi, quand tu vois, là, elle est actuellement assez vide là, parce que je l'ai vidée, puis là, je suis en train de la remplir. C'est tout le temps que mon MO. Là. Je les ai lus, c'est beau, là, je m'en vais les donner à une bibliothèque, puis après ça, je recommence à remplir ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... J'ai calculé que... la lecture fait partie beaucoup de mon quotidien. Là. J'ai dépassé le 1500 livres lus récemment parce que j'ai comme gardé ça dans un fichier. Là. Ça me permet d'avoir une idée de ce que j'ai lu. Puis là, c'est ça. Là, tu dis, OK, bon, ben, on parlait d'obsessivité, mais ça, c'en est une. C'est assez solide, celle-là, notamment. Mais j'ai énormément trop de livres. J'ai pas assez de temps de les lire. Je suis très impulsif sur l'achat des livres. Là, parce que ça a l'air intéressant. Je lis la moitié, puis j'arrête, puis je passe au suivant. J'ai même pas la capacité de me rendre jusqu'à la fin des livres. J'y commence, puis ils sont genre, je vais prendre 35 livres de commencer à l'heure actuelle, puis aucun qui est sur le point d'être fini de toute façon. Parce que. Ou tu as compris déjà. Tu as compris. Tu as lu ce que tu avais besoin de comprendre, puis là, tu as pu extrapoler le reste, puis tu fais comme, OK, c'est beau, j'ai catché, là, c'était quoi, là, Ouais, ça fait partie de mon obsession parce que je suis pas capable de dire, je vais le catcher, faut comme je le finisse. Ouais. Ça, c'est mon petit côté obsessionnel. Faut que je le finisse. Pourquoi? Parce qu'il faut que je le finisse. Bon. Il n'y a aucune raison logique à ça. Puis, je peux pas dire, j'abandonne la lecture d'un livre, ça fait. C'est pas agréable à l'intérieur de moi de me dire que j'abandonne la lecture d'un livre là, ou j'arrête parce que c'est enough. Ça fait partie des éléments étranges dans lesquels je dois composer. Mais c'est des surprises du quotidien, ça fait. Tout à fait. On a fait un bon tour d'horizon d'ailleurs. Ça fait 1 heure qu'on enregistre, fait qu'on va arrêter là pour cette fois-ci. Je reviens toujours. Vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on amène, des choses à creuser, parce qu'on a énormément de plaisir à parler ensemble, mais alimenté par d'autres idées, on pourrait aller encore plus loin ou peut-être plus précis dans certains éléments. Cela étant, je te remercie encore énormément ce partage-là. C'est très plaisant, c'est très casual comme conversation. Ouais, ben c'est ça, c'est le fun. D'échanger sur nos vies. Oui.